Vénus, deuxième planète du système solaire, est souvent qualifiée de sœur jumelle de la Terre. Et pour cause, elle a une taille, une masse et une composition chimique très proches de la Terre. Mais la ressemblance s'arrête là. Car aujourd'hui, et vu de la Terre, Vénus ressemble à un véritable enfer. Plus de 460 degrés à sa surface, une pression atmosphérique 90 fois plus élevée que sur Terre, et enfin, une atmosphère saturée en dioxyde de carbone et chargée en acide sulfurique. Pas tout à fait accueillant, vous en conviendrez. Et pourtant, malgré ce constat, une question continue d'intriguer les scientifiques. Vénus a-t-elle été un jour habitable? Autrement dit, a-t-elle pu, à un moment donné de son histoire, abriter des océans d'eau liquide à sa surface et ainsi peut-être même être propice à la vie? C'est justement la question fascinante à laquelle je vais m'attaquer pour la suite de cette vidéo. Mais commençons d'abord par un petit retour historique. Vénus fascine l'humanité depuis des millénaires. Vénus brille à l'aube comme l'étoile du matin, puis réapparaît le soir, juste après le coucher du soleil. Un comportement mystérieux qui a longtemps interpellé. Il semblerait que les Babyloniens soient en fait les premiers, dès 1700 avant Jésus-Christ, à avoir suivi et documenté ces mouvements dans le ciel. Plus tard, les Mayas ont conçu des calendriers capables de prédire son parcours sur des millénaires. Mais il a fallu attendre la Renaissance et entre-temps la révolution copernicienne pour comprendre que Vénus est en fait une planète, comme la Terre, mais un peu plus proche du Soleil. En 1610, Galilée est le premier à observer Vénus avec un instrument scientifique et découvre qu'elle présente des phases, comme la Lune, confirmant donc cette théorie. Puis viennent les observations du transit de Vénus, c'est-à-dire son passage devant le Soleil, qui suggère pour la première fois la présence d'une atmosphère, suscitant alors, à l'époque, de nombreuses discussions et spéculations, parfois très farfelues, sur l'environnement de Vénus et même sa potentielle habitabilité. Mais jusqu'au milieu du XXe siècle est le lancement des toutes premières missions spatiales vers Vénus. En 1962, la sonde américaine Mariner 2 survole pour la première fois Vénus. À la surprise générale, elle mesure une température de surface de plusieurs centaines de degrés, bien au-delà du point d'ébullition de la vapeur d'eau. Puis, en 1970, la sonde soviétique Venera 7 réussit l'exploit de se poser à la surface de Vénus. Elle y mesure alors des conditions extrêmes, température infernale, pression écrasante, et qui ont depuis été confirmées et surtout raffinées par toute une série de missions spatiales de plus en plus sophistiquées. Bon, clairement, Vénus aujourd'hui n'est pas habitable. Mais a-t-elle toujours été ainsi? A-t-elle pu par le passé connaître des périodes plus clémentes? Cette question ne relève pas uniquement de la spéculation. Elle repose sur des indices observationnels suggérant un passé très différent et surtout beaucoup plus humide. Le premier et principal indice que nous ayons aujourd'hui à disposition est le rapport entre la quantité de deutérium et d'hydrogène, le rapport D sur H. D pour deutérium, H pour hydrogène, qui sont deux formes possibles ou isotopes de l'hydrogène. Sur Vénus, ce rapport D sur H est en fait exceptionnellement élevé, environ 150 fois plus élevé que sur Terre. Mais pourquoi est-ce important? Et qu'est-ce que ça nous apprend sur le passé de Vénus? L'hydrogène qui est contenu dans l'eau, H2O, peut en fait s'échapper facilement dans l'espace, tandis que le deutérium, isotope plus lourd, peut lui rester piégé. Ce déséquilibre du fait entre la quantité de deutérium et d'hydrogène suggère donc que Vénus a perdu une énorme quantité d'eau, potentiellement équivalente à la quantité d'eau contenue dans les océans de la Terre. Deuxième indice, la surface. Contrairement à Mars, dont la surface montre clairement des signes d'érosion par l'eau liquide, Vénus a subi ce qu'on appelle un resurfaçage global, il y a environ 3 à 500 millions d'années. Ce resurfaçage, qui a pu être causé par un pic d'activité volcanique, a remis la surface de Vénus à zéro, effaçant la plupart des traces anciennes. Mais certaines régions des hauts plateaux de Vénus, que l'on appelle les Tesserae, sont plus anciennes et très marquées. Des mesures de leurs émissivité thermique suggèrent qu'elles pourraient contenir des roches dites granitiques, comme celles que l'on trouve sur Terre, et qui nécessitent de l'eau liquide pour pouvoir se former. Mais cette interprétation reste à ce jour très controversée. Enfin, troisième et dernier indice, la rotation extrêmement lente de Vénus, environ 240 fois plus lente que la Terre, alors qu'a priori les deux planètes auraient dû avoir une rotation initiale semblable et rapide au moment de leur formation. Certains scientifiques
pense qu'elle pourrait s'expliquer seulement si un océan, potentiellement d'eau liquide donc, avait existé dans le passé, contribuant à ralentir la rotation de la planète jusqu'à sa valeur aujourd'hui mesurée. Mais en l'absence de preuves directes de l'existence d'océans anciens sur Vénus, une autre approche est devenue cruciale pour reconstituer son passé. C'est la modélisation climatique. Après plusieurs décennies de progrès, aussi bien sur les outils que la puissance de calcul disponible, plusieurs groupes de recherche, notamment au laboratoire de météorologie dynamique et au laboratoire d'astrophysique de Bordeaux, ont mis au point des modèles de climat globaux, similaires à ceux qu'on utilise en fait pour étudier et prévoir le changement climatique sur Terre, mais cette fois-ci adaptés aux conditions particulières de Vénus, Vénus primitive. Ces outils ont permis de construire deux scénarios principaux d'évolution pour Vénus qui, aujourd'hui, s'affrontent. D'abord, un scénario dit humide et tempéré. Dans ce scénario optimiste, Vénus aurait connu une période douce, tempérée, avec des océans d'eau liquide à sa surface. Grâce à sa rotation lente, d'épais nuages auraient pu se former du côté jour de la planète, réfléchissant une bonne partie du rayonnement solaire. Résultat, un climat tempéré pendant des centaines de millions, voire quelques milliards d'années, jusqu'au drame. Un changement brutal, possiblement causé par l'augmentation de la luminosité du Soleil et conduisant à un emballement de l'effet de serre incontrôlé de la vapeur d'eau. Toute l'eau des océans se serait alors évaporée, l'atmosphère se serait enrichie en CO2 et la planète aurait basculé dans l'état infernal que l'on observe aujourd'hui. Mais ce scénario repose sur une hypothèse très forte, que de l'eau ait pu condenser à la surface de Vénus rapidement après la formation de la planète, ce qui est en fait loin d'être garanti. En effet, peu après sa formation, il y a environ 4,5 milliards d'années, Vénus, tout comme la Terre d'ailleurs, a connu une phase où toute sa surface et son manteau étaient en fusion, formant ainsi un océan de magma. C'est aujourd'hui cette phase d'océan magmatique, et en particulier la nature de l'atmosphère qui s'est formée alors, qui est au cœur des débats entre les scientifiques. Si la planète s'est refroidie rapidement et efficacement, et donc son océan de magma de courte durée, la vapeur d'eau initialement présente dans l'atmosphère aurait alors pu précipiter en surface, formant des océans d'eau liquide. On retrouve là le premier scénario d'évolution, humide et tempéré pour Vénus. Mais si le refroidissement a été lent, la vapeur d'eau est restée piégée dans l'atmosphère, et elle a dans ce cas été exposée au rayonnement ultraviolet intense du Soleil jaune. L'hydrogène s'est échappé, et Vénus s'est alors asséchée. C'est le deuxième scénario d'évolution pour Vénus, celui d'une planète à jamais chaude et sèche. Des simulations climatiques ont montré qu'à la fin de la phase océan de magma, Vénus n'aurait jamais dû atteindre les températures basses nécessaires à la condensation de la vapeur d'eau en surface. Même à une époque où notre jeune Soleil était pourtant moins lumineux. En accord donc avec le deuxième scénario, celui d'une Vénus à jamais trop chaude pour avoir des océans. À cette époque, Vénus devait avoir une atmosphère riche en vapeur d'eau et très chaude, avec des nuages se formant cette fois-ci non plus du côté jour, mais principalement du côté nuit, produisant un effet de serre combiné extrêmement puissant, empêchant la formation d'océans. Mais si les modèles climatiques sont des outils prédictifs très puissants, ils restent limités par leurs hypothèses de départ. Quelle était la composition exacte de l'atmosphère primitive de Vénus ? Quelle était sa période de rotation ? La quantité d'eau présente initialement ? Faute de réponse exacte, les différents scénarios d'évolution de Vénus restent encore à ce jour très largement ouverts. Ce débat sur le passé de Vénus a pourtant des répercussions importantes. D'abord et avant tout pour l'avenir de notre Terre. Si Vénus a effectivement basculé d'un état tempéré à un enfer, cela pose une question très troublante. La Terre pourrait-elle un jour subir le même sort ? Ce scénario semble être de la science-fiction. Et pourtant, c'est ce qui a pu arriver à Vénus, notre sœur jumelle maléfique. Mais ce débat sur le passé de Vénus a aussi des répercussions, en fait, bien au-delà de notre système solaire. Il a notamment des conséquences sur la recherche de planètes potentiellement habitables ailleurs dans la galaxie. Car si Vénus et la Terre sont presque identiques, pourquoi leurs destins ont-ils été si différents ? Dans le scénario humide et tempéré, cela signifierait que des planètes pourraient rester habitables proches de leur étoile. Mais dans le scénario chaud et sec,
ces planètes n'auraient pas eu la moindre chance. Trop chaudes dès leur naissance et incapables de former des océans. Comprendre le passé de Vénus, c'est donc affiner nos critères pour détecter et reconnaître les exoplanètes habitables. La bonne nouvelle, c'est que 3 missions spatiales majeures sont en préparation pour explorer Vénus et en savoir un peu plus sur son passé. D'abord, la mission Da Vinci de la NASA. Cette sonde descendra dans l'atmosphère de Vénus pour analyser très finement la concentration des différents gaz et mesurera la composition des roches des Tesserae. Ensuite, la mission Veritas, là encore de la NASA. Cette sonde, qui sera en orbite de Vénus, cartographiera sa surface et étudiera la composition des roches à la recherche de signes d'anciens océans. Enfin, la mission Envision de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, également en orbite de Vénus. Envision étudiera les échanges entre l'intérieur et l'atmosphère de Vénus pour comprendre le cycle de l'eau et des gaz volcaniques. Ces 3 missions permettront de mesurer ensemble, d'ici 10 ans, la composition isotopique des gaz, les traces minéralogiques de l'eau dans les roches anciennes et de mieux comprendre la géodynamique interne de la planète. À travers leurs observations, Da Vinci, Veritas et Envision pourront, on l'espère, enfin nous dire si Vénus a un jour été habitable ou si elle est restée toute sa vie un enfer. Pour conclure, l'étude du passé de Vénus n'est pas qu'une simple curiosité scientifique. C'est un miroir pour notre avenir et l'une des clés pour comprendre les exoplanètes que l'on découvre aujourd'hui par milliers. Les leçons de Vénus nous apprennent que l'habitabilité est en fait un équilibre précaire, influencé par des facteurs climatiques, géologiques et astronomiques. Et que pour chaque planète habitable, il pourrait y en avoir de nombreuses qui, à l'instar de Vénus, ont échoué à conserver leur eau, des températures clémentes et donc leur capacité à abriter la vie. La décennie qui s'ouvre sera peut-être celle où nous comprendrons enfin le passé de Vénus et peut-être aussi un peu mieux notre place dans l'univers.